Je regardais dans le petit manuel que vous avez ici sur le data mining sur votre table, je ne sais pas si tout le monde là, ou en tout cas il était là, comment les gens se renseignent et qu'est-ce qui donne envie d'acheter un produit et où est-ce qu'ils ont la meilleure information. Et en fait, c'était commerce de proximité 84%. Ensuite, c'était les prospectus, donc c'est bien ringard et c'est dans les boîtes aux lettres par la poste, mais ça marche très bien. Ensuite, c'est le bouche à oreille et via Internet à 47% en quatrième position. C'était la première petite anecdote. Deuxièmement, petite anecdote sur le livre, pour y revenir, parce que c'est un sujet que je connais bien, j'en suis à mon troisième. C'est vrai pour la méthode Ducamp, en mass market qui sont des livres à volume, mais dès qu'on est dans un essai, dans des romans thématiques, ça se passe chez Libraire et 90% des ventes se font effectivement chez Libraire. C'est-à-dire que sur les documents, sur les essais, Amazon, c'est 5% de part de marché. C'est-à-dire que tout ça, évidemment, c'est très relatif et ça doit être mis en perspective. Moi, je crois fondamentalement au commerce de proximité et je crois forcément dans la vraie vie et dans le lien social et dans les rapports entre les gens. C'est ce qui me paraît être le plus important. Et je dirais que d'un côté, il y a le big data, et je vais faire un parallèle dans une seconde, et de l'autre côté, il y a la vraie vie, et qu'entre les deux, le commerce de proximité est quelque chose de fondamental et d'extrêmement important. Il y a des mutations, il y a des fermetures, c'est la vie, c'est la création-destruction. Et effectivement, il faut réinventer les modèles, mais j'y viendrai dans une seconde. Un petit mot bref pour me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas, mais en fait j'étais pendant 10 ans membre du comité exécutif de la Société Générale, en charge de la communication, de l'innovation, et puis j'étais dans le comité de pilotage de toutes les activités Internet depuis 1999. Et ensuite j'ai été président directeur général de Boursorama Banque en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Et j'ai démissionné justement pour un livre qui s'appelait « La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial », que j'ai distribué dans des commerces de proximité à 90%, comme je le disais tout à l'heure, et sur Amazon en partie. Et là, je viens de publier un livre que vous trouverez à la FNAC à côté, dans un commerce de proximité au rayon économie, qui est sorti il y a 3 semaines, qui s'appelle Nos banques, et qui raconte l'histoire du compte nickel, mais surtout l'histoire de ma rencontre avec Riyad Boulanoir, qui est un entrepreneur de banlieue, dont la famille arrive d'Algérie en 1973, très pauvre, vit avec 3 francs par jour. Mais méritocratie républicaine, je vous passe l'histoire parce qu'elle est dans le livre et puis c'est pas l'objet, on va parler de commerce de proximité, puis je pars à la radio dans 3 quarts d'heure, donc il faut que j'aille vite. Mais je dirais qu'une histoire fabuleuse de quelqu'un qui part de zéro et qui finit major d'une école d'ingénieurs, l'INSA à Rennes, et qui finalement c'est celui qui va révolutionner la banque grâce aux technologies. Et je dirais que le vrai couple gagnant pour moi, ce sont le couple terrain plus technologie de dématérialisation. Alors je vais venir un mot sur le commerce de proximité qui est le buraliste. Le buraliste, vous connaissez tous, il y en a 27 000 en France. C'est vrai, il y en avait 34 000 il y a quelques années. Et il y a une vraie torsion de business model. Avant, c'était l'exclusivité sur le tabac et les timbres fiscaux. Le tabac représente aujourd'hui 40% de leur chiffre d'affaires. Le tabac est en baisse en volume de 10% par an, ce qui est colossal avec la hausse des prix. Vous avez vu le sujet du week-end, le paquet de Marlboro qui va passer à plus de 7 €. Et en gros, ce 10% de volume se traduit par une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 3% sur la partie tabac des buralistes, puisqu'il y a effectivement l'effet prix. C'est un métier qui s'est diversifié avec les jeux, et donc où PMU, Française des Jeux, représente une part importante du marché, qui s'est diversifié avec la téléphonie. Et donc ce sont des grands acteurs de distribution de téléphonie, notamment en prépayé. Il y a 18 millions de cartes de téléphonie prépayées en circulation aujourd'hui. Et c'est un métier qui souffre, où les buralistes achètent leur licence et puis se disent que leur retraite sera payée par la revente de cette licence, et ils s'interrogent sur la possibilité un jour de revendre leur fonds de commerce, parce que le chiffre d'affaires baisse et que les buralistes broient du noir avec en gros un chiffre d'affaires qui descend tout doucement, régulièrement, et donc une vraie inquiétude sur l'avenir. Et pourtant, 10 millions de Français qui passent chez les buralistes chaque jour, un réseau de proximité très développé dans les petites villes, dans les villages, de temps en temps c'est le dernier commerce, il y a combien, 17 000 postes, c'est ça ? Et donc 27 000 buralistes, et donc un métier qui doit réinventer son avenir. Et le buraliste a une originalité, qui est quelque chose qui a énormément de valeur pour nous et pour des entrepreneurs en général, c'est que le buraliste est un entrepreneur. Il est propriétaire de son fonds de commerce, c'est un préposé de l'État, il dépend de la direction des douanes, il dépend de la direction du budget, donc de Bercy, puisqu'il a ce monopole, mais c'est un, je dirais, dirigeant responsable, c'est un gérant, et c'est quelqu'un de très très impliqué.
Il est d'autant plus appliqué que, à votre avis, combien de buralistes sont ouverts 6 jours sur 7 ? 80%. Et les autres, 7 jours sur 7. 6 jours et demi pour une petite partie. Combien d'heures ils travaillent par jour ? 14 heures. Combien d'actes de vente ils font par jour ? Ils ont à peu près chacun en moyenne. Il y a des écarts types qui sont importants, mais 500 clients par jour. Ils font 500 actes de vente avec un panier moyen inférieur à 10 euros. C'est ça le métier de buraliste. C'est un métier où les gens travaillent. Et c'est un métier où chaque euro gagné est quelque chose d'extrêmement important. Et puis aussi, c'est un métier de lien social. Ces 500 personnes qui passent par jour, ce sont des gens qui racontent leur vie. Souvent, il y a des activités annexes. Il y a bien sûr de la presse, il y a bien sûr des livres, mais il y a aussi, ça fait café, ça fait restauration, c'est aussi varié. Si j'insiste sur le métier de buraliste, parce que c'est le thème du jour, on aurait pu intervenir dans les 2 autres conférences des 2 prochains mois sur la dématérialisation ou sur l'innovation dans la finance ou le financement de l'innovation. Mais je voulais insister sur ce métier parce que c'est un facteur clé de succès pour nous. Et je voudrais revenir sur une autre anecdote dans la distribution avant d'entrer dans la présentation du compte Nickel. Donc je disais que j'ai été président de Boursorama. Tout le sujet du big data et de l'Internet, par rapport à des réseaux physiques d'agences, c'est le coût d'acquisition du client. Quand j'ai une agence, j'ai mon trafic naturel, j'ai mon bouche à oreille, ça marche par proximité. Quand je suis à la Société Générale, les gens ouvrent le compte parce que depuis que je suis toute petite et puis que je vais à l'école, je passe devant cette agence et je suis rassuré dans cette marque qui a une pérennité, qui a une solidité. Ça existe, c'est quelque chose qui a un tiers de confiance extrêmement fort. Parce que c'est la banque de mes parents, parce que c'est la plus proche de chez moi, c'est les premiers critères de choix d'une banque. Avant les prix, avant l'image de marque, c'est vraiment cette proximité et ce parrainage. Et c'est vrai que les agences se ferment parce que les gens y passent de moins en moins et que c'est devenu des points de vente pour des clients qu'on amène avec des scores marketing. Mais si je suis la Générale ou si je suis Crédit Agricole, j'ai mon flux naturel de voisins de quartier qui me connaissent. Et c'est chaque agence qui fait le marketing pour aller chercher le client commerçant d'en face, pour aller chercher à la main et avec un ensemble de promotions, d'actions de terrain. Je vais chercher les étudiants des grandes écoles en faisant des cadeaux, en faisant des accords avec les BDE, en faisant tout gratuit jusqu'à 22 ans ou jusqu'à 24 ans. Je fais de la proximité. Si je suis Boursorama, je n'ai pas ce réseau de proximité. Donc je fais du big data. Mais le big data, c'est super cher. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez combien ça coûte pour vous référencer le premier sur le mot banque, sur le mot crédit, sur le mot bourse, sur le mot hors de bourse, et pour que, quand vous allez sur les moteurs de recherche, ce soit votre marque qui ressorte en premier? À votre avis, ça coûte combien à Boursorama par an d'être référencé sur Google sur les mots-clés qui l'intéressent? Cet achat de mots-clés permanent, aux enchères permanentes quotidiennes, c'est un job à plein temps de faire ça. Combien ça coûte? Ça coûte 1 million d'euros. Juste ça. Mais après, vous partez en display, en emailing, en trigger marketing, en affiliation. En gros, vous allez chercher ce qu'on appelle du lead. Du lead, c'est un prospect qualifié sur Internet, c'est-à-dire que c'est un nom, c'est une adresse mail, éventuellement un téléphone, éventuellement une appétence pour un produit. Et ce lead, c'est un ensemble d'énergie, de campagnes, de promotion en permanence. Et aller chercher du lead qu'on relance par des plateformes téléphoniques, où on a un service commercial complètement dédié pour aller chercher du client. Aller chercher du lead, ça coûte à peu près, pour avoir le nombre de clients, c'est-à-dire pour avoir 60 000 nouveaux clients par an, ça coûte 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'aller chercher les clients. Mais pour que ça marche, il faut faire de la pub. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une image de marque. Il faut qu'il y ait une notoriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une connaissance a priori qui donne envie. Et dès qu'on arrête la pub, le lead s'effondre. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à référencer. L'efficacité du marketing online baisse considérablement dès qu'on n'a pas les bombardiers qui passent et qui passent sur TF1 à 20h et qui disent la banque en ligne avec son époque et qui montrent que c'est sympa, que c'est usable, que c'est facile et que c'est la banque la moins chère. Et la pub, ça recoûte encore 12 millions par an. Donc pour me faire mes 60 000 clients, je paye 24 millions. J'ai un coût d'acquisition qui est énorme. Et le payback de ce coût d'acquisition, c'est-à-dire combien j'ai en chiffre d'affaires avec le client, en gros, il me faut 2 ans de chiffre d'affaires pour amortir mon coût d'acquisition client. Donc il faut que le client reste fidèle longtemps pour que j'ai fait une bonne affaire. Et donc c'est un véritable sujet, sachant que plus on tape dans le mass market, plus la rentabilité du client est faible, c'est-à-dire que ça va au départ, et puis après, plus on s'élargit, plus on élargit le temps. Donc il y a aussi un sujet de modèle qui peut être compliqué. Donc quand on est tout Internet, ce n'est pas forcément la panacée, et il faut avoir construit une marque, et on paye cher le coût d'acquisition client. Quand on est réseau de proximité, on est déjà une identité, on a déjà une zone de chalandise,
on a déjà des gens qui passent devant chez vous. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme et qui a une valeur colossale. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu distribuer le compte nickel chez des commerçants de proximité, que sont les buralistes. On a dit que c'était des gens qui avaient faim, qui sont très motivés et qui travaillent beaucoup. On vient de voir dans la plaquette de l'ESSEC, des ESSEC d'innovation, que le premier endroit de prescription, à 84%, c'est le lieu de proximité. Le buraliste, c'est ce lieu de proximité. Et puis on a vu que c'était des dirigeants responsables, qu'ils avaient déjà un dossier à la direction des douanes, qu'ils ont des certificats de non-condamnation, qu'ils sont gérants depuis un certain temps, qu'on connaît leur cabis, qu'on connaît leur notation financière, qui n'est pas un triple A, mais qui est noté par Dun & Bradstreet et dont on sait, en fonction de la pérennité du fonds de commerce, combien ils ont. Et donc il y a un premier sujet fondamental pour la réussite du compte nickel, et il y a une première disruption, c'est celle de faire de la banque ailleurs que dans une banque, et de le faire chez le buraliste. Ça, c'est un premier point. Le deuxième sujet, et c'est l'histoire de Riyad Boulanoir que je raconte dans ce projet, dans ce livre Nos banques, c'est qu'il faut une rupture technologique qui soit extrêmement importante. Et donc le compte nickel, c'est 2 ruptures technologiques. C'est un système d'ouverture de compte en 5 minutes. En 5 minutes, vous rentrez chez le buraliste, 5 minutes après, vous avez votre RIB. Et donc ce système demande d'intervenir à 3 sujets dans l'innovation. Le premier sujet, c'est « je n'ai pas de papier ». J'ai des questionnaires légers. Et donc, j'ouvre le compte par un système de scan de pièces d'identité. Et donc, je constitue de manière électronique le dossier client. Je prends les données, je les croise, je les trie, je les vérifie, j'authentifie les papiers et je constitue le dossier client de manière complètement dématérialisée. Ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième sujet, c'est une des révolutions de Riyad, c'est je me sers du terminal de paiement électronique comme une imprimante. Finalement, ce petit TPE, le petit endroit où vous mettez votre carte bleue, avant, c'était un machin, on mettait sa carte bleue pour payer. Et l'analyse de Riyad Boulanoir, c'est de se dire, mais ce truc-là, c'est un ordinateur. Et c'est même l'ordinateur le plus sécurisé. Il y a quoi? Il y a un clavier, il y a un écran et une imprimante. C'est un ordinateur. C'est relié à toute la data du monde. C'est relié à toutes les bases de données. C'est relié à tous les commerçants, puisqu'on est capable de créditer, de débiter des comptes bancaires de gens à travers cette petite machine. Et donc, au lieu de m'en servir pour payer, je vais m'en servir pour collecter la data et pour l'imprimer. Et donc, c'est une deuxième révolution qui est énorme. Une petite parenthèse sur cet ingénieur de génie. C'est lui qui a monté le pass Navigo pour la SNCF. C'est lui qui a créé les solutions technologiques sur le porte-monnaie électronique Navigo. Et quand il a créé sa société en 2000, c'est lui qui a dématérialisé les cartes téléphoniques prépayées. Carte téléphonique prépayée, à l'origine, vous achetiez une mobicarte en plastique, vous grattiez le numéro et vous rechargiez votre téléphone prépayé, votre forfait, en tapant ce code sur votre clavier. Mais il fallait fabriquer les cartes, il fallait les acheminer, il fallait les stocker. Il y avait de la rupture de stock, il y avait de la fauche, il y avait de la gestion de stock. Le seul truc qui intéressait le client, c'est quoi? C'est le numéro. Donc Riyad s'est dit, je vais imprimer le numéro sur le terminal de paiement électronique. Ça va simplifier la vie de tout le monde. Il a déposé un brevet, 45 millions de recharges dans 38 pays aujourd'hui, 45 millions de recharges par jour dans 38 pays aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'il a gagné, je dirais, son premier argent, lui qui sortait de la très grande pauvreté. Il a tout réinvesti dans le projet Nickel, qui lui tenait beaucoup à cœur. Et moi, c'est le moment où je démissionnais Boursorama, je l'ai rencontré, on s'est associés, c'est comme ça qu'on a connu cette aventure. Mais je passe sur ça. Ensuite, dans le point de proximité, il a amené le transfert d'argent. On fait du cash to cash, souvent nord-sud, de plus en plus nord-est. Et MoneyGram avait une toute petite part de marché en France. Il y avait Western Union avec ses boutiques qui avait 80% de part de marché. Et en fait, il s'est dit, finalement, le transfert d'argent, on peut le faire aussi à travers le terminal de paiement électronique. Finalement, la personne va amener du cash, le commerçant va prendre le cash comme il a l'habitude. Donc, son compte va être crédité. Il va mettre ce cash dans le circuit de MoneyGram qui va l'envoyer au bout du monde où une autre personne ira chercher le cash de manière physique. Et donc, il a amené chez le buraliste ce relais de croissance par la finance qui était le transfert d'argent. Et effectivement, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait le dossier client. Et le dossier client, il fallait le faire à la main. Et qu'est-ce que faisait le client à la main? 23 minutes. Eh bien, il rentrait son nom, son prénom, il recopiait le numéro de sa carte d'identité, il mettait sa date de naissance, il copiait la validité là-bas, il mettait son adresse, etc.
il passait du temps à faire des choses qui en scan prennent une seconde, un millième de seconde. Et c'est là qu'il s'est dit, je vais faire une borne pour ouvrir le compte MoneyGram. Et c'est là qu'il s'est dit, mais au fait, MoneyGram, ils ont quoi? Ils ont un statut d'établissement de paiement. Et donc, le deuxième critère pour réussir, c'était une révolution réglementaire. Et en fait, effectivement, en 2009, la Commission européenne a décidé d'introduire beaucoup plus de concurrence dans la banque et notamment sur la monétique, avec une suspicion d'entente des banques qui ont une amende assez élevée sur les prix des cartes et de la monétique, et a créé le statut d'établissement de paiement, c'est-à-dire un statut de banque un peu légère, de banque light, et qui permettait de donner un relevé d'identité bancaire, de donner des cartes de paiement, de faire des prélèvements, de faire des virements, de manière extrêmement simple. Et donc il a vu ce statut et il s'est dit, voilà, on va créer la banque chez les buralistes, c'est comme ça que c'est né. Donc un réseau de distribution motivé et une rupture dans la distribution, des technologies, et puis une nouvelle réglementation. Vous savez que l'innovation, je m'en suis occupé pendant longtemps, ça ne s'invente pas, ça se déduit. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entrechocs d'idées, c'est beaucoup de techniques de brainstorming, beaucoup de veille dans les startups notamment, beaucoup de domaines. Et donc, je disais tout à l'heure, il y a des révolutions technologiques, il y a eu la borne, il y a eu le rôle du terminal de paiement électronique, et puis il y a l'informatique en temps réel. Et donc chez Nickel, tout est en temps réel, et c'est le premier informatique bancaire en temps réel. Les banques sont en mode batch pendant la nuit et réconcilient les positions pendant la nuit. Alors qu'est-ce que le compte Nickel? C'est le premier compte sans banque, puisqu'on n'est pas une banque, on est un établissement de paiement. Établissement de paiement, ça nous permet de faire tous les paiements, mais ça ne nous permet pas de faire du crédit, et ça ne nous permet pas de faire de l'épargne. Et ça peut être handicap, mais finalement, c'est un atout qui est absolument considérable. Comme on ne peut pas faire de crédit, on doit surveiller en permanence ce qui se passe sur le compte, donc on développe le temps réel. Et comme on ne fait pas de crédit, le dossier d'ouverture de compte est extrêmement simple. C'est-à-dire que j'ouvre le compte en 5 minutes parce que je n'ai pas besoin de demander aux gens combien ils gagnent. Si je fais du crédit, je dois scorer les gens et j'ai des tas de diligences à faire. Si je fais de l'épargne, je suis MiFID et donc je dois renseigner beaucoup de choses. Si je fais que de la tenue de compte, j'ai juste besoin de savoir qu'il a des papiers en règle et de connaître quel est mon client, mais je n'ai pas besoin de connaître sa vie, ce qu'il fait, et je n'ai pas besoin d'avoir de jugement de valeur sur son comportement. Donc c'est un compte sans banque, et finalement on s'est dit que ne pas être une banque, avec l'image des banques qui s'est dégradée depuis la crise financière, ça va être un facteur clé de succès, à condition qu'on rassure complètement et qu'on ne donne pas l'idée d'être des banquignoles. Et au début, le projet de Riyad s'appelait Nos banques comme le livre, mais l'autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France, nous a interdit d'utiliser ce nom parce qu'on pouvait être assimilé à une banque, mais c'est une bonne chose. C'était un peu bobo, c'était un peu décalé, et puis on ne met pas son argent dans une no-banque. On met son argent dans un tiers de confiance et il faut rassurer. Et donc, le premier compte sans banque, c'est notre clem, c'est la manière dont on se positionne. C'est un compte qui est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on prend les interdits bancaires, on prend les pauvres, on prend les allocataires, on ne pose pas de questions aux gens, pas de conditions de revenus, pas de conditions de patrimoine. Donc il faut juste avoir des papiers en règle, il faut juste avoir 18 ans. Donc j'arrive chez le buraliste, je peux ouvrir un compte en 5 minutes. C'est le premier compte ouvert en 5 minutes. Comme les banques font du crédit, comme elles ont un informatique qui date un peu des années 70, et qui est rebooté régulièrement et qui est transformé en permanence, c'était extrêmement lourd et je connais le sujet de près. Comme elles vendent de l'épargne, l'entretien il dure 3 quarts d'heure, il faut le programmer, voire de temps en temps il en faut 2 parce qu'il manque des pièces qu'on doit photocopier. Après ça passe au back-office, et puis vous recevez votre carte au mieux qu'un jour après, puis votre code encore après. C'est-à-dire que la procédure elle est de 3 semaines, et en temps utilisé client, transport plus entretien, c'est 1h30, c'est 2 heures. Là vous rentrez chez le buraliste, 5 minutes après vous sortez, vous avez votre RIB et votre carte qui est activée et qui fonctionne. Premier compte ouvert en 5 minutes, ça va être aussi un argument marketing qui va être absolument colossal. Premier compte en temps réel, nous, il n'y a pas de date de valeur, c'est la seconde de valeur. Donc, vous faites une opération, vous regardez sur Internet, et on vous donne votre solde à la seconde. Vous avez votre relevé à la seconde. Et puis, comme on est moderne en technologie, ce qui est un avantage d'être le dernier à entrer, c'est qu'on a les meilleurs technos. Et donc, au fur et à mesure, sur votre relevé de compte qui se constitue au fur et à mesure, chaque fois que vous le regardez, vous avez le camembert de vos dépenses. Et vous savez si c'est de la pharmacie ou si c'est de l'alimentaire. Et on vous aide à gérer votre budget, on vous fait de la pédagogie sur votre budget. Et puis, vous avez la courbe de vos dépenses dans le mois. Et donc, il y a des technologies de l'information qui donnent ce qu'on appelle une usability, ce qui donne une facilité d'usage pour le client qui est formé. Et puis, c'est le premier compte ouvert hors réseau bancaire traditionnel. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se mettre en slip devant son banquier pour passer la visite médicale complète, ce qui n'est pas péjoratif, mais juste, on n'a pas besoin de le faire. Et pour beaucoup de gens, c'est humiliant. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le dernier rapport du Centre national de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Il y a une exclusion qui se développe en France, c'est l'exclusion totale, c'est-à-dire que les gens qui n'ont plus aucun rapport avec l'administration et qui n'ont même plus aucun rapport avec l'administration. Le phénomène principal, c'est un phénomène de honte, c'est un phénomène de ras-le-bol général de rapport aux autres. Et c'est un problème où j'ai plus envie
d'être en face de gens qui sont en bonne santé, qui me fassent la morale en permanence, que ce soit dans les associations ou que ce soit dans les administrations. Donc il y a un vrai besoin de se sentir libre et d'être complètement libre de ces mouvements. Donc concrètement, il y aura un relevé d'identité bancaire, une carte de paiement Mastercard qui marche. Donc là, on a fini la phase Go Live. On passe dans la phase Friend Family, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir 1000 comptes. Jusqu'à maintenant, on avait 50 comptes. Là, je paye partout avec. Je paye sur Internet, je paye dans les magasins. La carte Nickel marche très très bien. C'est une Mastercard qui est valable dans 22 millions de points de vente dans le monde. Et puis, il y a surtout ce réseau de proximité que sont les tabacs presse. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous arrivez chez le buraliste et vous demandez « je voudrais un compte Nickel ». Et il vous le vend comme un paquet de cigarettes. Vous avez une boîte comme ça, en carton, dans laquelle vous avez un leaflet et vous avez une Mastercard. Il a douche ce truc, et vous achetez la boîte 20 €. Donc acte 1, j'achète un bout de plastique, c'est-à-dire une Mastercard en plastique avec une puce inactive dans une boîte en carton. Acte 2, donc la carte que je viens de vous présenter. Acte 2, vous avez la borne Nickel. Et donc la borne Nickel, c'est une borne format A5 que vous avez ici sur le slide. Et cette borne, c'est à la fois un iPad, une tablette tactile sur laquelle on peut mettre des vidéos, des informations, des démonstrations, des messages publicitaires. Cette borne est disposée chez le buraliste. Mais quand vous soulevez le capot, vous avez une vitre et un appareil photo. Ce n'est pas un scan parce que le scan, ça prend 20 secondes. L'appareil photo, ça prend un millième de seconde. Et donc, je prends en photo votre document d'identité. Et là, j'extrais toutes les données et je les authentifie. Je les croise avec WordCheck, avec toutes les listes de sanctions des personnes sensibles. Et donc, sur cette borne, le client renseigne son numéro de portable, son email, signe les conditions générales de vente, affiche les 10 chiffres, donc saisit les 10 chiffres qui sont sur la Mastercard, sous le code barre, pour qu'on puisse les reconnaître, signe les conditions générales de vente, valide les données qu'on lui réaffiche, son dossier client, et c'est terminé. Et ça, il le fait tout seul sur la borne, comme quand vous prenez un billet SNCF, vous avez une borne qui est autonome avec le client qui est autonome sur la borne. Il peut faire ça tout de suite après avoir acheté le pack. Il peut faire ça dans 15 jours, il peut faire ça quand il veut. Mais il constitue lui-même son dossier client. Acte 3, et là, ça reprend une minute. Et c'est là où on retrouve le dirigeant responsable qui est le buraliste. Eh bien, le client retourne devant le buraliste et le buraliste lui demande la Mastercard. Il swipe la Mastercard sur le terminal de paiement électronique. Et donc, évidemment, comme c'était les 10 chiffres qui étaient dans la borne, eh bien, il reconnaît le dossier client et il appelle le dossier client. Et là, ça s'affiche sur le terminal de paiement électronique. Le petit écran qui est sur le terminal de paiement électronique, là, il y a marqué 4 choses. Il y a marqué le nom, il y a marqué le prénom, il y a marqué la date de naissance et il y a marqué les 4 derniers numéros du document d'identité. Le buraliste rend la Mastercard. Il a commencé à associer la carte au dossier client, mais ce n'est pas encore activé, ce n'est pas validé. Et il doit valider physiquement les 4 données. Donc, il vérifie l'orthographe. D'abord, il vérifie que c'est la même bobine. Il y a une vérification physique. Et pour faire cet acte-là, il est agréé par la Banque de France. Donc, nous, on constitue des dossiers de buralistes avec leur CV, avec leur cabis, avec leur certificat d'encodation, et on les fait agréer un par la Banque de France pour faire cet acte responsable d'activation de carte et de distribution du compte Nickel. Donc c'est des préposés de l'État avec les douanes et c'est des gens agréés par la Banque de France. Et donc le buraliste valide une fois, valide 2 fois, valide 3 fois, valide 4 fois. Il vous demande si vous voulez faire un dépôt sur votre compte. Vous dites, bon, je vais déposer 50 €, vous donnez 50 € ou 0 €, comme vous voulez. Et puis, il valide, il engage sa signature, il doit faire son code commerçant. Et à partir du moment où il a fait son code commerçant et qu'il l'a validé, eh bien, sort un ticket, le petit ticket qui sort du terminal de paiement électronique, où nous, on vient de générer votre relevé d'identité bancaire, vos identifiants Internet, et on vous donne un code. Et donc, là, la carte est active, elle fonctionne, il manque juste un truc, le code PIN de la Mastercard. Vous prenez votre téléphone portable, vous faites le numéro de portable qui est écrit sur le ticket, vous faites le code qui est écrit sur le ticket, et je vous envoie un texto avec le code PIN de votre carte. Ça marche, vous avez 50, vous pouvez tout de suite le dépenser. Vous pouvez tout de suite le dépenser dans le premier commerce de proximité. Ensuite, vous avez votre RIB, vous le donnez à votre employeur, vous le donnez aux allocations familiales, vous le donnez à vos amis et vous recevez des virements. Et tout se passe en temps réel. Vous êtes bancarisé, vous arrivez chez vous et vous avez un mail avec la copie en PDF de tout votre dossier client avec toutes vos données et avec les conditions générales de vente. Et donc, la procédure a pris 5 minutes, montre en main. Donc, sécurité des fonds, je vais passer rapidement parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais on a jusqu'à 10h20 et puis il faut qu'il y ait une partie de dialogue.
Mais en gros, il n'y a rien de plus sûr. Système d'ouverture, plus sûr que dans une banque, puisque double vérification électronique, puis physique. Dans la banque, c'est que physique. Sur les espèces, on ne prend pas plus de 750 € par mois. Les banques peuvent prendre jusqu'à 8 000. Et on va aider les buralistes à décaisser, puisqu'il y aura plus de retrait de cash chez le buraliste que de dépôt. Donc on va régler un problème de sécurité en même temps. Blanchiment, impossible, puisque les flux de cash, c'est pas plus de 750 € par mois, et que le client n'est pas anonyme. Donc c'est beaucoup plus rigoureux qu'ailleurs. Et puis sur tout ce qui est suivi des comportements normaux, sur le suivi du compte en temps réel, on a les mêmes logiciels comportementaux qui ont les mêmes systèmes d'alerte. On a des systèmes de conformité qui sont exactement les mêmes que dans les banques, et donc c'est égal. Donc en gros, un coût annuel qui est extrêmement modéré, puisque vous savez que le coût annuel de la banque, je ne l'ai pas mis après, le coût annuel de la banque, c'est de 192 € en moyenne, que pour les plus pauvres, c'est plus de 300 € pour les premiers déciles de la population à cause du système d'agio, de frais d'incident, de frais d'intervention et de la spirale infernale du surendettement, et que pour les gens qui sont très aisés, c'est plus parce que c'est plus corrélé aux avoirs. Nous avons une grille de tarifs qui tient en 8 lignes, qui est extrêmement simple, qui est complètement transparente. Donc en gros, vous avez un abonnement annuel où tout ce qui est électronique, c'est gratuit, vos paiements sur Internet, vos paiements magasins, vos prélèvements, vos virements, etc. Vous recevez des textos gratuitement. Et on est en SMS banking, on est en temps réel. Vous tapez solde sur votre portable de base, pas besoin forcément d'un smartphone. Si vous avez un smartphone, vous avez une appli. Et on vous envoie un texto immédiatement avec le solde sur votre compte. Vous tapez relevé, on vous envoie les 5 dernières opérations que vous avez faites sur votre compte. Et c'est en temps réel. Dès que vous avez fait l'opération, une seconde après, vous tapez solde et l'opération est déjà comptabilisée. Donc tout ce qui est électronique, je dirais, c'est gratuit. Les retraits sont payants. Parce que si on prend un retrait dans une banque, on paye 60 centimes plus 0,12% du montant du retrait à la banque. Donc on le refacture, parce que si on ne le refacturait pas, il faudrait qu'on augmente le forfait, donc on pénaliserait les clients. Et donc une des grandes règles de base, qui est aussi une règle que j'avais chez Boursorama, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun produit déficitaire, parce que sinon on est obligé de se refaire sur la bête à un endroit, et donc on pénalise le client qui n'utilise pas le produit. Et puis l'autre grand clem que j'avais, c'est que plus le client est libre, plus il est fidèle. Plus on essaye de le scotcher, plus on le transforme en score marketing, et plus on essaye de faire du cross-selling, plus on crée un ras-le-bol. Et donc, dans le compte nickel, le client n'est pas un score marketing, et on s'engage dans la promesse de marque à ne rien lui vendre d'autre. Donc, il peut venir tout à fait librement en 5 minutes pour 20 €. Donc, on lui facture 1 € le retrait au distributeur, mais chez le buraliste, on fait travailler le buraliste qui fait une manipulation de cash, qui fait une opération comptable, et donc chez le buraliste, ce sera 50 centimes. Comme les Français font 20 retraits par an en moyenne, c'est 18 exactement les stats de la Banque de France. Alors, je sais que ce n'est pas très représentatif d'ici, où c'est un peu plus CSP+, mais en gros, s'il fait ses 18 retraits chez le buraliste, ça fera 9 € de plus, donc ça lui coûtera 29 € par an, à comparer aux 190 dont on parlait tout à l'heure. Donc on a fait des profils. Le profil e-commerce, c'est celui qui fait que du paiement carte et des prélèvements, des virements. C'est mon fils qui ne prend jamais de cash. Il prend dans notre porte-monnaie quand on lui demande d'acheter à baguette, mais sinon il paye tout de sa place de cinéma à tout en carte. Il y a le profil économe, il y a le profil allocataire. Donc en fonction des dépôts de cash et des retraits, vous voyez que c'est un coût qui sera entre la ligne du bas, 20 € et 53 € par an, donc extrêmement modique. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tout le monde. C'est les mêmes prix pour tous. Et donc, on a une panoplie de gens qui sont complètement différents. Il y a des gens qui ne veulent pas mettre leur compte principal sur Internet. Donc, ils prendront cette carte à 20 € en 5 minutes et c'est la carte à partir de laquelle ils pourront faire leur paiement sur Internet. On a décidé de ne pas prendre la commission que prennent les banques sur les paiements hors zone CEPA, à l'étranger. Donc si vous partez en voyage 15 jours ou si vous avez un fils qui est étudiant et qui part étudier, il n'aura pas 2% sur chaque achat, il n'aura pas le change plus une marge de 15% sur le change et il n'aura pas 2% sur chaque retrait distributeur. Donc c'est une carte impulsive qu'on peut acheter avant de partir voyager, ou si on a un enfant qui part étudier, ce n'est pas la peine d'aller ouvrir un compte à la Barclays quand on va en Angleterre, c'est extrêmement rapide. Ça va être la deuxième carte de plein de gens, carte très personnel qui est à moi, où je fais ce que je veux comme dépense sans rendre de compte à personne, que j'ouvre en 5 minutes. Et bien sûr, ça va être la carte de tous les interdits bancaires, ça va être la carte de tous les pauvres. Vous savez combien il y a de pauvres en France ? Le seuil de pauvreté, vous connaissez, c'est 60% du revenu médian. Et c'est 8,5 millions de pauvres, ça augmente, c'est 14% de la population. Ça augmente de 0,5 points par an. Et donc, économiser 160 € par an, c'est important pour beaucoup de gens. Et puis tous les gens qui sont en marge du système. Et donc, en fait, on a un ensemble de publics qui est extrêmement large et dont on verra en temps réel, puisque dans ce projet, il ne nous reste plus qu'un truc à tester. Ce truc à tester, c'est ce qu'on va vraiment avoir des clients. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en a 100, qu'à la fin de ce mois-ci,
On en aura 1000, mais là on le fait de manière événementielle, donc c'est les Friends and Family, donc c'est simple, on fait des soirées où on ouvre 300 comptes avec 10 bornes en ligne, et donc ça fonctionne. Et on va rentrer dans la vraie vie au mois de janvier avec un peu plus de 100 points de vente, et on va dévoiler la carte où les gens pourront se géolocaliser, et on leur dira le buraliste le plus proche de chez eux. Et puis après, on ouvrira une centaine de buralistes par mois, jusqu'à ce qu'on en ait le maximum. Et donc, nous avons des ambitions qui sont assez fortes sur un sujet qui est celui de la simplicité, qui est celui de la liberté. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet j'ouvre mon compte en 5 minutes, si c'est l'effet proximité. Il y a énormément de retraités dans les villages où le premier distributeur est à 17 km, et donc ils seront contents d'aller chez le buraliste. Si c'est l'effet prix, si c'est les frais, je ne suis pas une banque, on verra. On a toujours des surprises dans les business models. Les levées de fonds que j'ai faites auprès des investisseurs, on a trouvé 80 personnes physiques, pas de fonds institutionnels, parce que c'était un peu compliqué, mais une petite parenthèse là-dessus. Mais quand vous êtes agréé par la Banque de France, d'abord c'est un dossier de 4500 pages où vous décrivez l'ensemble des opérations, l'ensemble du modèle, l'ensemble de la sécurité, et vous dégradez pas mal le business plan. Et l'autorité de contrôle prudentiel vous dit « je vous passe au collège pour vous agréer comme établissement de paiement ». Si vous êtes capitalisé, de quoi couvrir toute la courbe de cash flow jusqu'au point mort, plus les fonds propres réglementaires. Dans n'importe quelle start-up, vous avez les milestones et vous levez de l'argent au fur et à mesure des étapes que vous avez délivrées. J'ai délivré l'informatique, je relève l'argent pour développer le marketing, pour recruter des gens, etc. Et vous le faites par étapes. Nous, dès le départ, il nous fallait 11 millions de capital. Et donc, on avait investi avec Riyad 3 millions. On avait développé l'informatique, on avait fait le dossier SCP, on était prêt à partir, on avait les premiers rapports avec les buralistes. Et on nous a dit, il vous manque 8 millions. Et là, on allait voir tous les investisseurs et ils nous disaient, c'est génial votre projet, mais vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas encore l'agrément de la Banque de France. Donc revenez me voir quand vous aurez les trucs. Et la Banque de France nous disait, moi je veux voir les 8 millions avant de vous passer au collège. Donc c'était un peu compliqué. Et donc on a perdu 1 an à lever des fonds. C'est aussi l'histoire de ce livre, qui est 3 histoires. La famille Boulanoir, pourquoi je quitte Boursorama et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à 47 ans seul dans la rue. Et puis comment est-ce qu'on crée une banque et qu'on la finance et qu'on la développe. Et donc, sur la levée de fonds, qui est une des conférences dans 15 jours, ou sur les technologies de dématérialisation, qui est le mois prochain, et les innovations, c'est après, il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais ce n'était pas l'objet. L'objet aujourd'hui, c'était la distribution, c'était le commerce de proximité. Moi, je crois fondamentalement, pour résumer avant de venir à vos questions, au couple que je disais tout à l'heure, technologie. Les technologies, ça doit simplifier la vie. Les technologies, ça doit améliorer les processus. Les technologies, ça doit rendre les choses extrêmement simples, intuitives et faciles. Et terrain. Donc moi, je crois beaucoup au réseau de proximité. Juste un petit chiffre. Donc je vous disais qu'il y avait un coût d'acquisition client chez Boursorama qui était de l'ordre de 400 €. Le coût d'acquisition et un payback qui est de 2 ans. Là, le payback, il est immédiat puisque je paye le buraliste quand il vend. Et le coût d'acquisition, je ne vous le dévoile pas, mais il est beaucoup plus faible. C'est un des facteurs clés de succès du low cost. Il faut que tout soit pré-tiré. Une autre petite anecdote, pourquoi on fait des prix si bas pour les clients. Les gens ne comprennent pas comment on gagne notre vie en disant mais c'est extrêmement faible. La borne nickel, que vous avez vue tout à l'heure, elle a été conçue, développée, brevetée par Riyad Boulanoir. C'est lui qui va en Chine et qui choisit le prestataire. C'est lui qui choisit les composants. On se fait livrer les composants et c'est quelqu'un de chez nous qui les assemble et qui assemble 10 bornes par jour. Le coût de revient de la borne, je ne le dis pas, mais vous prenez le même processus pour n'importe quelle autre entreprise, avec ses prestataires, avec ses services, avec ses couches, il y a un coût de la borne qui sera 100 fois plus cher. 100 fois plus cher. Et donc tout est comme ça dans un modèle où chacun met beaucoup de sueur et beaucoup d'énergie pour donner aux clients la meilleure proposition de valeur ou de service. C'est un modèle low cost, ça veut dire qu'on a des opérations qui sont low cost. On emploie aujourd'hui 30 personnes, on fait travailler 200 personnes avec les prestataires de services. Mais le coût de fonctionnement de l'entreprise est inférieur au salaire d'un seul PDG de banque. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à être low cost. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Voilà. Alors, on se donne un petit quart d'heure. Oui, parce que je dois être sur Radio France Internationale à Issy-les-Moulineaux avant 11h. Très bien. Nous allons faire ça. Ce qui est intéressant dans vos remarques, c'est évidemment vous mentionnez le système low cost tel que Clayton Christensen l'a élaboré dans les fin des années 80, à savoir rupture technologique, plus accessibilité, plus facilité, accessibilité en termes de prix, plus facilité, égale disruptive innovation.
c'est exactement le modèle. Vous le dites effectivement sur le low cost, vous avez raison, mais iTunes, c'est exactement le même modèle. C'est-à-dire, j'ai un son pour moins d'€1, j'ai une rupture technologique et une facilité de téléchargement, etc. Vous avez parfaitement raison, ça s'étend beaucoup plus que le low cost. Absolument. Merci beaucoup. On a plusieurs questions. Bonjour, oui. Je pense que c'est une initiative très intelligente que vous êtes en train de monter. Quel est le modèle vis-à-vis du buraliste? Parce que je ne suis pas un grand client, je suis non-fumeur, je ne suis pas un grand client du buraliste, mais je les vois avec leur borne caisse classique, leur bonne caisse rapido française des jeux, leur bonne courir entre l'espace tabac, jeux et le comptoir. Quel est le modèle? Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce qu'il y a un obstacle à votre relation à eux? Alors, je vais raconter une histoire qui est humaine en fait. C'est quand on a fini par avoir l'agrément et donc déboucler la levée de fonds. Je vous ai passé les détails, mais on l'a fait en plusieurs étapes et on a réussi à passer au collège de la Banque de France en n'ayant pas tous les capitaux, mais en ayant la promesse des capitaux si on avait l'agrément. Donc on a eu un deal. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Comme on a mis 1 an à lever les fonds, tous nos prestataires, le Core Banking System, c'est SAB, Mastercard, Gemalto, Monex, tous les gens qu'on fait travailler et qui étaient avec nous sur le projet, jusqu'aux gens qui font les plateformes téléphoniques pour le service client, etc. Ils se disaient, c'est des banques, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas l'avoir leur agrément. Et donc on descendait en priorité. On avait un peu plus de mal à payer les factures. Je raconte dans le livre que la première augmentation de capital qu'on fait, on était à moins 400 000 sur le compte. On était mort. On est mort cliniquement 7 fois. C'est très stressant en fait. Finalement, ça a l'air comme ça, mais c'est 3 années de boulot intense. Et donc je me dis, on a l'agrément, on a levé 11 millions. Je vais faire une petite conférence de presse avec un double objectif. C'est de remettre sous tension tous mes partenaires en disant, on a levé 11 millions et on a l'agrément de la Banque de France. Et deuxièmement, commencer à mettre sous tension les buralistes. Je vais répondre à votre question, rassurez-vous. Et donc, on fait une conférence de presse économique et financière. Et je me dis, je vais chercher un article dans les Échos et dans le Challenge et je vais le montrer aux personnes en disant, vu dans la presse, regardez, ça commence à exister. Et là, ça a été l'explosion. 20h de TF1, 8h sur RTL, toute la presse quotidienne régionale, pleine page dans Le Monde, pleine page dans les Échos, pleine page dans le Wall Street Journal. Tout ouvre un compte en tabac, c'est juste une info, quoi. C'est un sujet de société, c'est un sujet, une révolution. Et donc, ça a pris une ampleur. Mais avant cette conférence de presse, je me suis dit, je vais aller voir le président de la Confédération des buralistes, que j'avais vu 2 ans avant et qui m'a dit, ouais, c'est bien, c'est intéressant, on verra, on peut en discuter quand vous êtes prêts. Et je lui ai dit, je vais faire une conférence de presse, donc vous allez être appelé par des journalistes. Si vous pouvez dire que vous connaissez et que c'est intéressant, ce serait déjà vachement sympa. Et puis le gars, je lui ai redéplié le business model et le business plan. Et donc, j'ai passé 2 heures à essuyer le feu des questions. Il m'a appelé le lendemain en disant, je veux rentrer dans le capital. Et donc, on leur a vendu 5% du capital, un poste au comité de surveillance, et on est le projet d'avenir des buralistes. Pourquoi? D'abord, rien que le compte nickel, avec le système de rémunération, sachant qu'on va leur donner un revenu récurrent sur chaque compte. C'est-à-dire qu'il y a une rémunération à l'ouverture, il y a une rémunération à l'activation, il y a une rémunération au dépôt de cash, il y a une rémunération au retrait de cash, il y a une rémunération aux cartes perdues volées réactivées, et il y a une rémunération dans le temps sur tous les comptes actifs. Donc on va compenser la baisse du tabac rien qu'avec ça. Mais on a un autre truc, c'est qu'on a une borne. Et cette borne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle authentifie des documents de manière renforcée. Et on a un commerçant qui est un tiers de confiance. Et vous avez l'État qui est en train de dire, je vais baisser les aides aux buralistes. Et les buralistes qui sont en train de dire, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et l'État qui leur dit, apportez-moi des idées. Avec la borne, ils ont plein d'idées pour outsourcer des services que font les préfectures, que font les centres d'action sociaux, que font énormément de gens. Et puis ils se disent, tiens, j'ai une borne, il y a un client qui va avoir une carte, pouvoir faire du paiement de facture EDF, pouvoir verser les gains du PMU, on va pouvoir vendre des abonnements Canal+. Donc on va avoir une transformation complète du métier. Donc si je me mets à 10 ans, j'ai plus de tabac, comment je transforme ce commerce de proximité? C'est le thème de la conférence aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne suis plus un marchand de mort, je suis un acteur de services de proximité, de services sociaux et de détermination. Donc ça veut dire que le buraliste va redevenir un acteur de lien social dans l'ensemble des communes de France, à faire un ensemble de prestations de services, que ce soit pour l'administration, les grandes utilities ou d'autres, qu'il ne faisait pas. Et donc on lui donne accès à un avenir. Donc tout simplement,
On est intervenu au congrès des buralistes. Les buralistes, c'est des gros lobbyeurs, c'est des gens implantés sur le terrain, c'est des grandes gueules. Il y avait 470 élus, les présidents de chambres syndicales régionales, etc. On a passé 3 heures de questions-réponses avec eux. On a mis le feu à la salle. Ils sont levés, ils nous ont applaudi à la fin et ils nous ont dit « vous nous sauvez ». Voilà. C'est-à-dire que les buralistes, la proposition de valeur, c'est vous allez arrêter de déprimer, d'être dans le tunnel où vous ne voyez pas le bout du tunnel avec votre chiffre d'affaires qui glisse et l'État qui a de moins en moins de moyens pour vous soutenir. Et tout d'un coup, on va réinventer votre métier, on va changer votre statut et on va vous offrir des perspectives qui sont intéressantes. Donc les buralistes, je peux vous dire qu'on parlait de marketing tout à l'heure, mais tous les buralistes qu'on a déjà agréés à la Banque de France, ces buralistes-là, ils connaissent déjà, et c'est les acteurs de liens sociaux, ils connaissent déjà la petite dame qui paye la cantine de l'école en cash parce qu'elle n'a pas de compte. Et ils connaissent très bien le gars qui paye une carte prépayée à 8% de commission pour payer sur Internet. Chaque buraliste qu'on voit connaît déjà les 50 premiers clients à qui il va vendre le compte nickel. Et donc, et il a envie de le vendre pour le compte nickel et le gain immédiat, mais pour l'avenir aussi de ce qu'il pourra faire à travers la borne. Madame ? Bonjour, votre projet me parle parce que moi je suis la femme qui a conçu puis fait installer les premiers terminaux de jeux dans cette population-là, de la Française des Jeux. Alors c'était il y a très très longtemps. Et ensuite, quelques années plus tard, on a essayé de les convaincre de vendre des livres parce que, comme vous le savez, les librairies ferment à tour de bras. Au début des années 2000, le réseau s'est littéralement effondré. Et on sait qu'un libraire, c'est quand même nécessaire. Ça ne fait pas le même métier qu'un bibliothèque. À qui le dites-vous ? Voilà, bon. Et ils nous ont remis violemment à la rue en disant que c'était du travail et qu'ils préféraient ronronner. Donc aujourd'hui, vous bénéficiez de l'état d'urgence dans lequel ils sont, qu'on leur avait annoncé à l'époque, mais dont ils ne voulaient pas. Est-ce qu'ils sont prêts à affronter les situations un peu difficiles auxquelles vous allez les exposer? Je fais une comparaison entre ce que fait la Poste avec Western Union. Ça manque de poésie, ce que fait Western Union. Mais pourquoi ça manque de poésie? Parce que c'est un espace d'agression. Est-ce que vous allez les coacher? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, alors 2 choses. D'abord, par rapport au livre, le buraliste, il a un raisonnement basique de commerçant, c'est combien de temps je passe, combien ça me rapporte. Donc il faut que le couple temps, minutes passées, rapport soit optimal par rapport à ce qu'il fait par ailleurs. Et donc on est nettement au-dessus qu'un paquet de cigarettes, on est nettement au-dessus que la vente d'un livre. Deuxièmement, tout est fait pour débarrasser le buraliste de la relation client. C'est-à-dire que dès qu'il y a un incident, on dit qu'il y a un incident. Évidemment, le buraliste n'a pas accès au compte des gens. Le buraliste fait juste la vente du pacte, la distribution d'espèces à travers la carte, comme un acte de paiement, et l'activation de la carte. Donc c'est ça sa responsabilité. Mais il n'y a pas d'autres contacts. Et donc un des gros problèmes du business model, c'est que le client comprenne que c'est là qu'on distribue, mais que la relation client, elle est ailleurs. Mais à la limite, pareil que quand on prend un abonnement SFR chez un buraliste. On sait très bien qu'il vend à la carte, donc si j'ai un problème, je vais appeler la hotline de SFR. Et donc dès qu'il y a un incident client, on dit qu'il y a un problème. On envoie un texto directement à la personne et le buraliste voit qu'il y a un problème et il dit « vous allez être appelé par le conseil ». Et c'est notre service client qui appelle la personne et qui règle le problème à distance. Donc on décharge complètement. Le rôle du buraliste, c'est de vendre des boîtes et d'activer des cartes. Point. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire comprendre. Et dans les groupes Cali, les gens ne voulaient pas que les buralistes voient leur compte. Il y a tout. Il y a des gens qui ne veulent pas que les buralistes voient leur compte, et donc c'est un frein. Et puis il y a des gens qui voudraient que le buraliste les conseille sur ce qu'il faut faire avec leur argent. Et donc là, c'est aussi un frein. Donc on a ces 2 sujets à régler, mais ils sont bien adressés. Je prends une dernière question. Oui, dernière. Il faut-il avoir 18 ans? Oui. Alors on baissera, mais pour l'instant, c'est plus simple. Parce que quand vous avez moins de 18 ans, il faut un accord parental. Donc dans le processus d'ouverture du client, il faudrait la caution des parents, donc il faudrait 2 identités dans le système d'ouverture, et puis il faudrait demander différentes personnes, et notamment que les gens apprivoisonnent le compte, etc. Donc c'est plus compliqué d'ouvrir un compte de personnes non majeures, donc on le fera dans un 2e temps, mais pour l'instant on va être hyper efficace, et on prend les majeurs. Comme et les professionnels? Alors professionnels pas encore, mais on va le faire aussi. C'est les 2 axes sur lesquels on est en train de réfléchir. Effectivement, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de professions libérales, il y a beaucoup de sociétés en nom propre, etc., où ça peut être un compte qui est très efficace. Et là, je dirais qu'il y a une proposition de valeur qui est nettement supérieure, parce qu'il n'y a pas les commissions de mouvement, il n'y a pas les frais des cartes à faire, etc., qui sont un segment qui reste
très très cher dans les banques. Et j'en sais quelque chose pour avoir plusieurs entreprises. Et donc là, il y aurait une vraie valeur à être la carte des ce qu'on appelle les professionnels au sens large. Merci Merci beaucoup. d'être venu. Merci de votre attention.